Dans le futur, quelque chose de mystérieux apparaît dans le ciel et change tout pour toujours. En remontant le temps, nous voyons un groupe d'employés souhaitant le bonjour au président Ho. Et le voilà, l'homme le plus beau et le plus important de l'industrie avec son style élégant. Puis le jeune homme se dirige vers son bureau, laissant tout le monde bouche bée devant lui. Les gens disent que son aura est très forte et une fille a même eu un saignement de nez. Une nouvelle fille veut être sa petite amie, mais une collègue l'avertit que son patron est un démon. Assis sur son canapé, le directeur se détend un peu, puis il voit un bouton rouge. Le type appuie sur le bouton et avec un claquement, une bibliothèque se déplace révélant un secret. Derrière la bibliothèque se trouve une collection de figurines et d'articles de jeux vidéo. Le jeune homme crie qu'il a besoin de se détendre et s'assoit pour jouer à des jeux vidéo. Très excité, il dit qu'aujourd'hui, il finira le jeu et vaincra le grand roi démon. En jouant, il remarque une nouvelle notification à l'écran et se demande ce que c'est. C'était une option pour mettre à jour l'extension du jeu et il a décidé de la sélectionner pour commencer la pause. Dehors, deux femmes parlent du président qui s'est enfermé dans son bureau. Soudain, une énorme explosion se produit et détruit une partie de l'entreprise. Avec sa conscience flottante, le garçon se demande s'il est mort et pourquoi il est toujours conscient. Soudain, il ouvre les yeux et voit une mare de lumière bleue avec un squelette à l'intérieur. Le garçon est choqué de réaliser qu'il n'est plus qu'un tas d'os avec une épée. Puis il se réveille dans une grotte entourée d'autres squelettes et se demande s'il rêve. La créature s'approche d'un cristal et voit son reflet pour la première fois. Le squelette est choqué et fait un doigt d'honneur à son propre reflet dans le cristal. En colère, l'être d'os frappe le cristal, mais cela ne fait que blesser sa propre main. L'ancien président se souvient de l'écran de mise à jour du jeu et comprend la situation. Il se rend compte qu'il a été transporté dans le jeu en tant que squelette et devient désespéré. La créature se plaint de ne pas avoir profité de sa vie et demande au moins un pouvoir attrayant. Un écran d'état apparaît indiquant qu'il est un faible soldat squelette de niveau 1. L'ex-humain est scandalisé et préférerait mourir plutôt que de continuer en tant que monstre aussi faible, mais il remarque un mouvement et voit un autre squelette s'approcher rapidement. Le soldat squelette ennemi assène un coup puissant avec son épée. La tête de notre protagoniste est jetée dans un game over. L'écran apparaît, il voit le groupe de héros qu'il a vaincu et il semble s'amuser beaucoup. Peu de temps après, une blonde le bête avec une lance et il meurt à nouveau. Le squelette réfléchit à la brièveté de la vie et à la façon dont il n'a pas profité au maximum de son argent. Puis une lumière bleue émerge du sol et notre protagoniste renaît dans un cercle magique. Il se demande s'il vient d'être éliminé et réalise qu'il est à nouveau vivant. L'être d'os comprend qu'en tant que monstre de jeu, il peut revivre à l'infini. Il entend des pas et décide de se cacher pour ne pas être vaincu une fois de plus. Rampant, l'ancien président a honte et pense qu'il paie pour ses péchés, mais une lance le frappe par derrière et l'épingle au sol le laissant immobilisé. Une femme lui marche sur le dos pour le retenir tout en s'appuyant sur la lance. Elle dit à son ami de se détendre car les squelettes sont faibles et faciles à tuer. Une autre fille aux cheveux argentés saute pour porter le coup final avec son épée. Elle rate l'attaque et finit par tomber par terre devant tout le monde. La blonde se fâche et demande au squelette de quoi il se moque. Sur ce, la femme marche plus fort sur le dos du protagoniste qui ressent la douleur. Le protagoniste meurt à nouveau aux mains de cette blonde et de son groupe. Il se lamente alors sur sa situation et souhaite rentrer chez lui, mais voit ensuite deux squelettes. L'être d'os renaît une fois de plus et se retrouve face à face avec un chevalier squelette monté. Ce nouveau monstre a l'air beaucoup plus fort et plus intimidant que les autres qu'il a vus. Puis le garçon se met à courir et crie au groupe de héros d'arrêter de le poursuivre. La guerrière blonde se demande pourquoi le squelette jure et parle comme une personne. La créature court désespérément pour échapper aux aventuriers qui le suivent toujours. Soudain, le chevalier squelette et sa troupe de monstres apparaissent devant les héros. Notre protagoniste réalise ce qui se passe et arrête de courir. Effrayé par la scène, une flèche frappe son casque et il tombe au sol, mais la troupe passe juste à côté de lui. L'ancien président s'assoit de soulagement et célèbre avoir été sauvé par les autres monstres. Il reprend son épée et affronte les héros qui n'épargnent même pas un petit monstre. Avec un cri de guerre, le soldat squelette avance et attaque l'un des aventuriers. Il frappe le visage du garçon avec son bouclier, le laissant stupéfait. L'être d'os saute et prépare une attaque puissante avec son épée pour achever l'ennemi. Les deux filles lèvent les yeux et voient le squelette avec une aura menaçante et imposante. Désespérées, elles implorent pour leur vie et proposent de tout faire pour lui. L'être d'os est embarrassé par la proposition et dit que c'est un test trop bas. Profitant de la distraction, la blonde saisit son épée et avance pour une attaque surprise. L'ex-humain est surpris par la lame qui vient vers lui et essaie de se protéger. Il parvient à retenir l'aventureuse et l'accuse d'être une mauvaise femme pour l'avoir attaquée par traîtrise. La créature la jette au sol et lui demande comment elle a pensé à séduire un squelette. L'ancien président immobilise la fille et elle le supplie de la relâcher, mais il refuse. Sur ce, une lumière intense apparaît et enveloppe complètement notre protagoniste. Il passe au niveau 2 en termes simples, il n'a pas la capacité de faire ce qu'elles ont suggéré. Soudain, tout devient noir et il se demande ce qui se passe autour de lui. Le chevalier squelette apparaît et demande ce que fait le petit monstre. L'être d'os se redresse effrayé et essaie d'expliquer qu'il est un allié des monstres, mais le chevalier ne le reconnaît pas et l'identifie comme un intrus qui doit être éliminé. Avec un mouvement rapide, le puissant monstre attaque le petit squelette sans pitié.
Le protagoniste parvient à esquiver l'attaque à la dernière seconde et est surpris. Il saute sur le côté et sa tête se détache de son corps, mais il célèbre la déviation. Confus, il se demande quelle est la situation et si c'est parce qu'il est un transmigreur. Il regarde le chevalier avec colère et se plaint que tout le monde veuille l'éliminer. Le chevalier attaque à nouveau, mais cette fois, le soldat d'os se défend avec son bouclier. L'impact jette notre protagoniste au loin, mais il parvient à rester ferme. À ce stade, une notification apparaît et il apprend une nouvelle compétence appelée bouclier réfléchissant. L'ancien président sait que la première règle est que les dirigeants fassent le point avant le coup d'état. Le chevalier squelette lève son épée, se préparant à une attaque puissante. L'être d'os se concentre et attend le bon moment pour contrer l'attaque de l'ennemi. Le monstre monté avance et porte un coup dévastateur avec sa lame brillante. Notre protagoniste dit que la deuxième règle est d'attaquer rapidement après avoir défendu. Il profite de l'ouverture et attaque le chevalier de toutes ses forces, le vainquant. L'ex-humain est surpris par la facilité de la victoire et pense à attaquer à nouveau, mais le chevalier vaincu se relève et une aura sombre commence à émaner de lui. Avec cela, le chevalier squelette avance avec un coup tournoyant pour achever le petit monstre. Pendant ce temps, le petit crâne a peur et hurle de terreur en pensant que sa fin est arrivée. Cependant, d'en haut, le chevalier squelette descend avec un coup fatal prêt pour le massacre final. Mais le protagoniste décide de tout risquer et équipe le casque qu'il avait trouvé plus tôt. Ensuite, l'attaque du chevalier est défendue par le petit squelette utilisant le casque pour se protéger de l'impact. Le petit monstre tombe par terre de frayeur et demande à l'ennemi de ne pas s'approcher. Cependant, le chevalier squelette ignore la requête et lève son épée pour une attaque finale. Soudain, un cheval squelettique apparaît de nulle part et attaque le cavalier qui allait tuer le protagoniste. La petite créature est confuse, se demandant si son adversaire a été vaincu par le cheval. Il se rend alors compte que le cheval agit de manière affectueuse à cause du casque qu'il porte. Peu de temps après, un écran de statut apparaît montrant qu'il a augmenté de niveau en battant le chevalier. Le protagoniste se rend compte que le casque est un trésor et peut commander des créatures de bas niveau. Maintenant avec son nouveau compagnon, le petit crâne est excité par ces nouvelles possibilités. Le petit squelette s'excite en pensant que c'est le début de son voyage en tant que roi démon. Il déclare alors aux cieux qu'il deviendra le démon, roi de ce monde de labyrinthe magique. Ailleurs dans la forêt fantôme, un petit garçon nommé Uni a peur des monstres. Soudain, des monstres remarquent la présence du garçon et commencent à avancer pour attaquer. La scène se coupe ensuite vers un endroit aléatoire montrant la lune de sang et la forêt sombre. Pendant ce temps, sur un champ de bataille, nous voyons un zombie géant assis parmi des corps et ailleurs le protagoniste maintenant avec son casque commande une armée de squelettes. Le petit crâne et son armée attaquent le zombie géant sans aucune pitié. Le squelette décide alors qu'il est temps de tester ses nouvelles capacités et son pouvoir de contrôle. Monté sur son cheval, le protagoniste avance pour achever le zombie avec un coup précis. Après la bataille, il passe rapidement au niveau 5 et comprend mieux le pouvoir du casque. Avec son nouveau pouvoir, le petit monstre décide qu'il va conquérir toute la forêt. Mais soudain, il entend un bruit étrange et se demande ce que cela pourrait être. Bientôt, il voit le petit garçon Uni entouré de monstres et criant pour qu'il ne s'approche pas. Le squelette est choqué de voir un enfant humain en danger dans cet endroit dangereux. Les monstres avancent pour attaquer le garçon qui tente de se défendre avec ses deux épées. Voyant cela, le protagoniste décide d'agir et avance avec son cheval pour sauver le garçon. D'un seul coup d'épée, le squelette vainc tous les monstres en même temps. Le petit garçon Uni est impressionné par la puissance du squelette qui l'a sauvé des monstres. L'attaque du protagoniste était si forte qu'elle a créé un énorme cratère dans le sol de la forêt. Après avoir vaincu les ennemis, le petit crâne regarde le garçon au sommet du cratère. Il s'approche ensuite du garçon pour voir s'il va bien et s'il a été blessé dans la confusion. Couvert de sang, le squelette demande au petit garçon s'il va bien après le combat. Effrayé par l'apparence du squelette, le petit garçon se met à pleurer de peur. Uni s'éloigne alors et crie au protagoniste de ne pas s'approcher de lui en aucun cas. Le squelette est confus par la réaction du garçon et ne comprend pas la raison de sa peur. Il se souvient alors que son apparence squelettique pourrait faire peur à un enfant. Pour calmer le garçon, le protagoniste essaie de communiquer en faisant des gestes amicaux. Le petit garçon arrête de pleurer et demande si le squelette est sérieux au sujet de l'aider. Le crâne est heureux de réaliser qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui peut le comprendre. Il demande alors au garçon ce qu'il fait seul dans cet endroit dangereux. Le protagoniste est choqué d'apprendre que le père du garçon l'a laissé là pour un test. Le petit garçon dit qu'il ne sait pas et veut juste rentrer chez lui, laissant le squelette pensif. Le protagoniste pense qu'il ne peut pas le laisser là, mais il ne veut pas non plus d'un fardeau sur son chemin. Uni regarde alors le squelette avec de grands yeux brillants qui captivent le protagoniste. Les yeux du garçon brillent d'une gentillesse irrésistible brisant la posture du squelette. Foudroyé par la gentillesse, le petit monstre accepte de ramener le garçon chez lui en toute sécurité. Le petit garçon sourit joyeusement tandis que le crâne est ravi de sa gentillesse. Le protagoniste appelle alors son cheval Xiaobei pour qu'il puisse commencer le voyage. Mais quand il voit le garçon sourire, le cheval a peur en pensant que c'est un héros. ORT Xiaobei panique et commence à s'enfuir de peur du petit garçon impuissant.
Le squelette se met en colère et se demande pourquoi son cheval est devenu fou et s'est enfui tout d'un coup. Pour éviter d'avoir à marcher, le protagoniste invoque sa légion de squelettes pour les porter. Maintenant, monté sur son cheval avec sa légion, le protagoniste commence le voyage pour emmener Uni. Le garçon commence à se demander si le squelette est un menteur qui vend des enfants comme son père l'a dit. Soudain, le crâne s'arrête et Uni est terrifié en pensant que quelque chose de mauvais va arriver. Le protagoniste pointe vers un panneau et dit que la ville des morts peut être réparée par des aventuriers. Il est surpris qu'un endroit comme celui-ci existe, mais se rend vite compte qu'il va dans la mauvaise direction. Le protagoniste se met en colère tandis qu'Uni hurle d'épuisement en étant traîné par un squelette. Furieux, le squelette se plaint qu'ils ont marché pour rien et qu'ils doivent maintenant revenir en arrière. Il pense alors que la ville est une bonne occasion d'obtenir des informations et de monter de niveau. Le petit crâne avertit Uni qu'il pourrait rencontrer des monstres et qu'il devrait se cacher s'ils sont forts. Le petit garçon hoche la tête, encore un peu effrayé mais faisant confiance à son protecteur. L'équipe poursuit donc son voyage et le squelette dit soudain à tout le monde de s'arrêter. Il est ravi de voir une grande créature dormir et pense à l'expérience qu'il va acquérir. Le protagoniste ordonne à ses serviteurs d'encercler le dragon squelette pour une attaque surprise. Alors que ses soldats se préparent, il observe l'énorme dragon dormant paisiblement dans la vallée. Mais soudain, l'œil du dragon s'ouvre, révélant une pupille acérée et effrayante. La créature se réveille et se dresse dans toute sa gloire, prête à affronter les intrus. L'un des soldats squelettes se cache derrière un rocher de peur du monstre géant. Le protagoniste est sous le choc, se demandant comment le dragon s'est réveillé si soudainement. Le dragon squelettique lance alors une puissante attaque contre l'armée du petit monstre. L'attaque du dragon est dévastatrice et anéantit complètement la légion de squelettes du protagoniste. Les soldats squelettes sont décimés un par un sans pouvoir riposter contre le monstre. Le protagoniste est choqué de voir son armée détruite d'un seul coup. Il remarque alors qu'un des projectiles du dragon se dirige vers le petit garçon, Uni. Le garçon crie de peur en voyant l'attaque arriver vers lui et le squelette désespère. Le projectile frappe le sol près d'Uni, mais il parvient à se protéger de l'impact. Le petit crâne est soulagé de voir que le garçon va bien et dit qu'il a eu de la chance. Uni dit qu'il a très peur et le squelette court pour le calmer et le protéger. Le petit garçon commence à pleurer de panique face à toute cette situation dangereuse, mais soudain, une étrange lueur émane du garçon alors qu'il pleure de frayeur. Uni trébuche alors et tombe au sol, mais quelque chose d'inattendu se produit ensuite. Le projectile du dragon qui allait le frapper est dévié à la dernière seconde par une force mystérieuse. Le protagoniste est stupéfait, se demandant si le garçon est une sorte d'enfant chanceux. Le dragon squelettique reste immobile, observant le champ de bataille après son attaque initiale. Le petit monstre dit à Uni de ne pas avoir peur et qu'il va s'occuper du dragon géant. Le petit crâne s'avance alors sans crainte pour affronter seul le dragon squelette. Uni se demande si son oncle Bonnie le protège et pense que celui qui le protège est une bonne personne. En regardant la bataille, Uni s'inquiète pour son oncle Bonnie, mais le dragon semble indemne. Le garçon se souvient des paroles de son père sur le fait d'être courageux et décide d'aider au combat. Uni lance alors son épée vers l'un des squelettes restants sur le terrain. Il profite de la distraction pour s'approcher du dragon. Pendant que le protagoniste se bat, le squelette utilise son expérience de jeu pour défendre et attaquer petit à petit le monstre géant. Soudain, apparaît et poignarde le dragon avec son épée, causant des dégâts considérables. Le coup du garçon inflige un triple coup de 666 et étourdit le dragon. Le protagoniste est surpris et demande ce que Yoni fait là au milieu de la bataille. Le dragon squelettique tombe au sol, étourdi, et le petit garçon se retrouve face à face avec lui. Même si elle a peur, Yuni ne recule pas et affronte le monstre géant qui est étendu devant elle. Le garçon attaque alors à nouveau le dragon avec son épée, infligeant un autre triple coup. Le monstre commence à gémir de douleur et le protagoniste est choqué par la scène. Uni se remplit de courage et dit qu'il n'a pas peur parce qu'il est un homme courageux et fort. Le petit monstre regarde Uni attaquer le dragon squelette sans arrêt. Puis le petit garçon crie que l'amour et le courage lui donneront le pouvoir de gagner. Sur ce, le jeune guerrier avance et porte un coup final à l'énorme monstre. Le dragon d'os s'envole alors et tombe de la falaise vaincu par le garçon. La créature géante est complètement anéantie par la puissante attaque du garçon blond. Avec la victoire, notre protagoniste passe au niveau 7 et est choqué par la scène. Il pense qu'Uni est comme un héros d'anime qui devient plus fort dans les situations dangereuses. La créature d'os pointe le garçon du doigt et s'approche pour lui parler. Uni a peur et demande avec des larmes dans les yeux s'il sera abandonné. Le petit crâne est embarrassé et trouve le petit garçon extrêmement mignon et adorable. L'ancien président tousse un peu et pense que le garçon est dangereux avec toute cette gentillesse. Il prend alors un visage effrayant et le garçon recule de peur de ce qui pourrait arriver. Avec un sourire maléfique, le squelette dit qu'il tiendra sa promesse et le ramènera à la maison. En arrivant dans la cité des morts, il voit un ancien panneau avec un crâne dessus. L'être d'os lit les règles de la ville pendant que Uni joue avec une araignée sur le sol. Le protagoniste lit que la discrimination raciale est interdite sauf pour les héros et s'indigne. Uni se fâche et demande pourquoi il le discrimine et le squelette ne sait pas comment expliquer. Soudain, ils entendent un bruit et un zombie apparaît en courant vers eux.
Le petit garçon pointe du doigt avec enthousiasme et crie que c'est un chiot pendant que le crâne regarde. Le chien zombie apparaît avec un os dans la gueule et un regard très étrange sur son visage. Soudain, les yeux du chien se transforment en cœur et il tombe amoureux de l'os qu'il transporte. Sur ce, le petit chien court à grande vitesse vers le protagoniste et son prodige. Le chien saute alors et se frotte joyeusement contre la jambe de la créature d'os. L'ancien président crie avec colère en demandant à qui est ce chien sans collier. En se promenant dans la ville, le petit monstre remarque que l'endroit a l'air assez abandonné. Sur ce, ils entrent dans la ville des morts et voient des zombies travailler dans les rues. Le protagoniste décide alors d'aller dans une taverne pour se reposer et obtenir des informations. À l'intérieur de la taverne, plusieurs monstres dorment et ronflent à leur table. L'être d'os est surpris de voir un miroir magique montrant une publicité télévisée. Il ramasse le miroir et est choqué, se demandant si c'est un objet magique. L'oncle Lapin essaie de communiquer avec un vieux téléphone mais ne reçoit qu'un message automatisé et un bip. Uni dit que son père a un petit appareil et que chaque jour il s'assoit sur le canapé à regarder sa sœur danser. Sur ce, le protagoniste est choqué de découvrir que même dans ce monde, les gens regardent de courtes vidéos. Il regarde alors dans un miroir magique qu'il a gagné et se rend compte qu'il est cassé. À ce moment, l'image du roi démon apparaît dans le miroir avec un message de repos pour les joueurs. Le protagoniste trouve l'image du roi démon étrangement familière. Il se souvient alors que le roi démon est le même personnage que dans le jeu auquel il jouait. Le squelette se demande s'il existe un lien entre ce monde et le jeu auquel il jouait. Avec cette question en tête, il va dans un bar et demande à un minotaure où il peut trouver le roi. Le minotaure ne répond qu'avec les mots démon et roi, laissant le crâne confus. Le protagoniste essaie à nouveau et le minotaure dit simplement palais et temple. La créature à cornes termine avec le mot expert mais le crâne ne comprend toujours rien. En sueur froide, notre héros est frustré de ne pas pouvoir communiquer avec le monstre. Soudain, le minotaure rôde bruyamment et tombe sur le comptoir complètement inconscient. Le squelette se fâche et se plaint que le vieux téléphone doit mesurer 3 mètres de haut pour fonctionner. En colère, le protagoniste crie au téléphone en disant qu'il est clairement connecté à quelque chose. Pendant ce temps, ailleurs, le roi démon s'amuse avec une succube et ignore ses appels. Le protagoniste est choqué d'entendre que la ligne est occupée et qu'il devrait réessayer plus tard. En colère, le petit monstre ramasse le téléphone et le jette par terre, voulant savoir comment le réparer. La scène passe au palais du roi démon, une structure flottante sous le clair de lune. À l'intérieur, la succube dit qu'elle a attendu longtemps le roi qui joue à un jeu sur un écran. Le roi démon demande alors quel est le prochain mouvement dans le jeu auquel il joue avec la succube. Soudain, un magicien à capuche apparaît et avertit qu'un héros viendra dans le monde du labyrinthe. Le roi démon ignore l'avertissement et se réjouit d'avoir battu une fois de plus la succube dans le jeu. Le sorcier se fâche et demande si son roi écoute alors qu'il continue de célébrer sa victoire. Surpris, le roi démon finit par prêter attention et demande si le sorcier a prononcé le mot héros. Le sorcier répète alors que le héros reviendra combattre le monde du labyrinthe. Le roi est terrifié et se plaint d'avoir déjà été vaincu 999 fois par les héros. La main sur le menton, il dit que cette fois, le monde du labyrinthe ne doit plus souffrir. Le roi démon ordonne alors une réunion d'urgence pour discuter des contre-mesures à prendre contre le héros. Alors que le sorcier s'éloigne, le roi démon fixe le portail avec une expression effrayée. Le roi pleure alors dans les bras de Bella en demandant de l'aide parce qu'il ne veut plus être vaincu. Il se souvient de la façon dont les héros l'ont tourmenté dans le passé avec leur sourire malicieux. Selon le roi, les héros ont brûlé, pillé et commis toutes sortes de méfaits dans tout le royaume. Il les accuse d'être avides et immoraux, se baignant dans des trésors volés à leur peuple. Le roi démon dit que les héros fondent leur bonheur sur la douleur des autres et qu'ils sont terribles. De retour au bar, Uni observe une créature verte mordre le chef de file du protagoniste qui ne s'en rend même pas compte. Le squelette pense que ce monde est semblable au jeu, mais le seul familier est le roi démon. Il attrape ensuite Uni et demande au Minotaure comment il peut voir le diable pour rentrer chez lui. Le Minotaure montre ensuite un magazine avec une femme nommée Ella, la déesse des morts. L'être cornu est embarrassé et le protagoniste remarque que le monstre rougit. 1 heure plus tard, le Minotaure est toujours embarrassé pendant qu'Uni mange et que le squelette attend. Le petit crâne prend une gorgée et observe le crâne coloré à l'intérieur du verre avec dégoût. Il lui jette la boisson au visage, mais oublie qu'il est un squelette et le liquide le traverse. Le protagoniste tombe au sol, frustré et mouillé, se demandant ce qui vient de se passer avec un fantôme sortant de sa bouche. Le squelette supplie Uni de l'aider parce qu'il a été empoisonné. Peu de temps après, le petit crâne comprend que ce monde est divisé en plusieurs royaumes et qu'il se trouve dans le plus bas. La chef de ce royaume est la faucheuse Ella, une femme puissante avec une aura imposante. Le protagoniste comprend que c'est la patronne du niveau et qu'il sera difficile de traiter avec elle en cas de conflit. Il décide donc d'être prudent et d'utiliser l'aura de héros d'Uni pour augmenter sa force en premier. L'ancien président tombe sur un magasin d'articles et est curieux de savoir ce qu'il pourrait y trouver. Il sourit malicieusement et pense que c'est une bonne occasion d'obtenir un meilleur équipement. Pendant ce temps, dans le palais du roi démon, le roi rit et lit des romans d'amour au lit. Un sorcier appelle sa majesté et l'avertit que les généraux démons sont tous rassemblés. Le roi lit des livres sur les romances entre démons et héros avec des titres très particuliers.
Il continue de rire et dit que le drame est parfait, ignorant complètement l'appel du sorcier. Soudain, un ours en peluche géant apparaît et dévale le couloir du palais. Une fille démon court après l'ours en lui demandant de l'attendre. La fille et l'ours sautent sur le lit du roi qui continue à lire ses livres sans se soucier du désordre. Le roi démon remarque alors tout le monde et décide qu'il est temps d'aller à la salle de réunion. Le sorcier à capuche acquiesce à l'ordre de son roi avec un simple oui, votre majesté. Dans la salle de réunion, tous les généraux démons sont assis autour d'une grande table. Nerveux, le roi démon commence à tousser et annonce qu'une nouvelle génération de héros a émergé. Il dit qu'il a convoqué tout le monde pour discuter de la manière de traiter avec les héros et demande l'unité, mais un bébé avec une tétine interrompt en disant que le plus important est d'allouer des fonds pour son étage. Un gorille géant nommé Dululu est d'accord et demande des ressources pour les points de contrôle inférieurs. Le bébé se tourne ensuite vers Ella et suggère qu'ils devraient se battre ensemble pour obtenir plus de ressources. Ella, qui est assise sur son trône, lui dit simplement de s'en aller avec dédain. Sur ce, le bébé et le gorille sont choqués et effrayés par la froide réaction de la femme. Le roi démon essaie de calmer Ella alors qu'elle souffle de colère face à la situation. Le bébé pointe ensuite un crocodile en costume et dit qu'il doit assumer ses responsabilités. Le crocodile nommé Cage répond que son usine n'est pas rentable et ne lui donnera pas d'argent. En colère, le bébé crie que le crocodile a beaucoup d'argent et l'accuse de planifier une rébellion. Le sorcier à capuche appelle alors au silence et dit à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Un démon de feu nommé Orntobius se tourne vers le roi et lui demande s'il va bien. Le gorille rit et dit qu'il est amusant de parler d'efforts en suggérant de supprimer les niveaux inférieurs. Soudain, une fille démon nommée Fai Yao apparaît et propose de bloquer le héros. Elle s'excuse d'être en retard en disant qu'elle était en train de discipliner son ours en peluche, Pipi. Le gorille Dolulu hurle de peur quand il voit l'ours et demande à la fille de l'emmener. L'ours en peluche saute devant le gorille qui s'évanouit de peur, son âme quittant son corps. Le bébé se fâche et crie à Feya d'avoir effrayé Dolulu avec son ours. La fille démon fait la moue et dit qu'il est hors de question qu'elle reprenne l'ours. Soudain, une voix mystérieuse sort du miroir magique en demandant si quelqu'un peut l'entendre. Le miroir commence à briller d'une lumière bleue et la voit tous comme si elle avait des problèmes. Une fille aux cheveux roses nommée Luna apparaît dans le miroir et vous accueille dans sa salle de diffusion. Elle dit que tout le monde est en crise et qu'il ne faut pas oublier les douloureuses leçons du passé. Faye mange sa glace et commente que la petite Luna a l'air un peu différente aujourd'hui. Luna poursuit son discours, mais l'image commence à se détériorer et le son devient distordu. Un message de puissance magique insuffisante apparaît et l'image dans le miroir disparaît complètement. Ailleurs, Luna se plaint que son miroir fonctionne mal en plein désordre. Luna est embarrassée lorsqu'elle se rend compte que la fonction d'image automatique a échoué et a révélé son pyjama. Le bébé démon est ravi et dit que mademoiselle Luna est très mignonne en pyjama devant tout le monde. Peu de temps après, le bébé est frappé par un rayon de lumière et tombe au sol. Effrayé par le pouvoir, une cage à crocodile en colère pointe un fusil à double canon sur le bébé qui lui a manqué de respect. Le démon de feu Orntobias se lève avec colère et demande ce qui se passe dans la salle. Le bébé crie sur le crocodile qui menace de le transformer en tourte à la viande la prochaine fois. Le sorcier à capuche crie à tout le monde de se taire alors que la pièce se transforme en chaos. Soudain, le roi démon frappe sa main sur la table, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Il crie « Ça suffit !» et tous les généraux démons finissent par se taire et le regarder. Le silence emplit la pièce et tous les généraux attendent le prochain ordre de leur roi. Mais le roi démon dit qu'il a des crampes d'estomac et qu'il doit quitter la réunion. Il dit alors au revoir et leur dit de terminer leur discussion seul en quittant la salle. Le crocodile commente que la réunion était inutile tandis que Feya appelle son ours à rentrer à la maison. Le bébé se plaint de n'avoir reçu aucun avantage et réveille quelqu'un qui dormait dans un cercueil. Une main sort du cercueil et une voix mystérieuse retentit, effrayant tout le monde dans la pièce. Un loup-garou blond sort d'un cercueil en s'étirant et en disant qu'il a très bien dormi. Le roi loup dit qu'il est plein d'énergie et s'enfuit pour semer le trouble. Le roi démon se plaint que ses généraux sont dispersés et que plus personne ne le prend au sérieux. En pleurant, il dit qu'il a perdu sa dignité, mais Bella le console et lui dit que tout le monde lui obéit encore. Sur ce, il se remplit de confiance et dit qu'il ne peut pas être faible car il est le roi de ce monde. Le roi démon décide donc de recruter de nouveaux subordonnés pour l'aider à combattre le héros. Il demande à Bella de l'aider à recruter de nouveaux guerriers dans tout le labyrinthe magique. Le roi annonce que toute personne capable peut devenir son subordonné direct pour la grande bataille. Pendant ce temps, dans la ville des morts vivants, un homme annonce la récupération d'armes et d'objets magiques. Un fantôme flotte désespérément en demandant de l'aide tandis que d'autres monstres sèment le chaos dans la ville. Un garçon zombie pleure la mort de son grand-père tandis que d'autres morts vivants errent dans les rues. Un bandit avec une radio sur l'épaule commente le bruit et à quel point c'est formidable de trouver quelque chose là-bas. Le bandit jette ensuite sa radio en l'air et se prépare à attaquer un vieux zombie sans défense. Avec colère, l'homme fort demande au vieil homme s'il a quelque chose de valeur et exige qu'il remette tout. Le bandit jette ensuite le vieil homme au sol et se plaint que la ville n'a rien de valeur pour lui. Le bandit se plaint que même dans les endroits reculés, il y a des avis de recherche pour Ella. Il arrache ensuite un avis de recherche du mur avec colère et frustration. Avec un air de supériorité,
le groupe de bandits annonce qu'ils sont désormais aux commandes de la ville. Pendant ce temps, dans un désert, Uni rencontre une créature géante effrayante. Le petit garçon fait face à un porc-épic géant tenant une hache et ayant l'air très en colère. Pris de peur, Uni se met à courir et crie après son oncle osseux dans une zone de non-combat. Le porc-épic lance des piquants vers Uni mais le protagoniste regarde de loin. Le squelette saute alors pour sauver le garçon et retire l'une des pointes du dos du monstre. Avec un mouvement rapide, l'oncle osseux parvient à attraper l'épine sans se blesser. Le porc-épic géant hurle de douleur alors que le protagoniste tient avec succès l'épine. L'ancien président célèbre l'obtention d'un piquant de porc-épic épique et s'enfuit. Le petit monstre crie à Uni de courir pendant que le porc-épic géant les poursuit furieusement. Le petit garçon demande si c'est une bonne idée de voler des choses et le squelette dit qu'il est juste seul. Uni dit alors que le monstre ne semble pas du tout accepter de prêter son épine. Le porc-épic lance alors une attaque dévastatrice avec ses piquants vers les deux. Le squelette utilise le piquant volé pour se défendre de l'attaque, mais il est jeté. Sur ce, il crie à Uni de courir alors que le monstre furieux continue de les poursuivre. L'oncle osseux est jeté et heurte une planche de bois au milieu du désert. Confus, le protagoniste roule des yeux sans comprendre ce qui se passe là. Il se rend alors compte qu'il se trouve dans une zone de non-combat et célèbre sa chance. Le petit crâne appelle Uni à se rapprocher du panneau pour se protéger du monstre géant. Le porc-épic s'arrête brusquement devant le panneau avec un visage très en colère. Il s'approche très près du squelette mais ne l'attaque pas, ce qui confirme les soupçons du protagoniste. La créature osseuse se rend compte que le monstre ne peut pas les attaquer dans cette zone de sécurité. Le porc-épic prend ensuite sa hache et la lève en se préparant à une grosse attaque. Avec une lueur intense, la plaque est détruite par le coup puissant du monstre furieux. Soudain, plusieurs haut-parleurs émergent du sol et émettent un avertissement concernant la zone de combat. Le monstre ignore les avertissements et attaque le squelette et le garçon de toutes ses forces. Sur ce, une ville voisine est bombardée par des missiles qui tombent du ciel comme la pluie. Les haut-parleurs se transforment ensuite en canons et commencent à tirer sur le porc-épic. Le monstre est touché par plusieurs rayons d'énergie et tombe au sol complètement vaincu. Le duo est choqué par la scène mais le protagoniste dit que les zones de non-combat sont nécessaires. Uni est impressionné et dit que l'oncle osseux est incroyable d'avoir planifié tout ça. L'oncle osseux est gêné et dit qu'une petite scène comme celle-là n'est pas grave. Il regarde le porc-épic continuer à être touché par plus de boulons d'énergie. Le protagoniste explique ensuite à Uni que la tactique est plus importante que la force brute. Sur ce, il dit qu'il va apprendre au garçon à devenir un vrai guerrier. Le garçon est très excité et demande s'il peut vraiment être l'apprenti de son oncle osseux. Le petit crâne est heureux et pense qu'il aura un apprenti pour l'aider à combattre et à gagner des niveaux. Sur ce, ils entrent dans une boutique d'objets dans la zone de non-combat de la ville. Une femme aux cheveux roses les accueille et lui demande s'il veut toujours le pistolet qu'il a vu la dernière fois. Le protagoniste place le piquant de porc-épic sur le comptoir et demande si cela suffit. Le vendeur prend l'article et l'échange est effectué avec succès contre une somme d'argent. La femme le remercie ensuite pour l'achat et lui remet une nouvelle et puissante épée en acier. L'ancien président s'émerveille de la beauté et de la puissance de son arme nouvellement acquise. Le protagoniste admire sa nouvelle épée mais ressent soudain un poids énorme sur son bras avec lequel l'épée tombe au sol avec un bruit sourd effrayant tout le monde dans le magasin. Uni court inquiète et demande si son maître va bien après avoir laissé tomber l'arme. L'être osseux enfile alors une paire de gants qui augmente sa force pour soulever l'épée. Il parvient à soulever l'arme lourde et la balance avec facilité, montrant sa nouvelle force. Le petit garçon félicite le maître d'être si bon avec l'épée et le squelette le remercie pour le compliment. La vendeuse dit qu'ils peuvent revenir à tout moment s'ils ont besoin d'autre chose. L'oncle osseux trouve étrange qu'une ville aussi pauvre ait autant d'objets magiques et rares. Il décide alors de demander à la vendeuse quelle est la situation actuelle dans cette ville abandonnée. La jeune fille explique que la ville était un centre commercial célèbre où les aventuriers se reposaient. Avec cela, les dirigeants du labyrinthe ont investi beaucoup d'argent dans la construction de la ville chaque année. La femme montre ensuite un vieux livre avec des photos de ce à quoi ressemblait la ville. Le protagoniste est étonné de voir à quel point la ville était belle et pleine de vie dans le passé, mais elle explique que le gouvernement a cessé de financer la ville et que plus personne ne la dirige. Avec le manque d'ordre, la ville est devenue chaotique et les riches ont déménagé au centre. Les zombies et les monstres les plus pauvres ont été laissés pour compte vivant dans des conditions terribles. Cela a créé un énorme fossé entre les riches et les pauvres de la ville des morts-vivants. Et pour empirer les choses, des aventuriers humains apparaissent toujours pour regarder et déranger tout le monde. La vendeuse devient furieuse en se souvenant des bandits qui tourmentent la ville. Elle se met à pleurer et dit qu'elle dirigeait un centre commercial avant tout cela. À cette époque, elle vendait divers objets de combat tels que des haches et des épées puissantes en plus de vendre des objets magiques, des bières et d'autres boissons aux aventuriers de passage. Mais maintenant, elle survit à peine avec sa petite boutique d'objets rares. La femme se jette alors sur le comptoir et le protagoniste se demande ce qu'elle essaie de faire. Elle s'excuse pour l'agitation et dit qu'elle est très frustrée par la situation actuelle. L'ancien président se rend compte que les monstres sont exploités et se demande pourquoi le labyrinthe les ignore. Soudain, il a une idée brillante pour aider la ville et les monstres qui y vivent. L'oncle osseux demande si elle accepte les trésors du riche monstre en paiement. Un jour plus tard,
dans le quartier résidentiel central, un cri résonne dans la nuit noire. Un riche monstre hurle de désespoir que son trésor a été volé dans sa maison. Le riche monstre est choqué et crie désespérément, ne sachant pas quoi faire. Il lève les yeux vers le ciel et voit plusieurs petites créatures s'enfuir avec des sacs de trésors. Au milieu de la confusion, le protagoniste court avec une aura sombre et des yeux brillants. Mais avec autant de voleurs qui courent, le riche monstre finit par perdre de vue le véritable coupable. L'oncle osseux sourit et dit que son casque est idéal pour obtenir de la main-d'œuvre supplémentaire. 2 jours plus tard, dans une forêt, un monstre dit qu'il n'abandonnera jamais le sortilège de ses ancêtres. Monté sur son cheval, le protagoniste lui dit de choisir entre le sortilège et sa vie. Avec un cri de guerre, le petit crâne avance avec son épée pour attaquer l'ennemi. Uni apparaît alors et dit que pour la justice, il ne reculera pas d'un seul pas. 3 jours plus tard, dans le quartier résidentiel, la lune brille de 1000 feux dans le ciel nocturne. Le squelette distribue ensuite leur volée aux pauvres monstres de la ville. 2 riches fantômes discutent du nouveau voleur qui terrorise le quartier. L'un d'eux dit qu'elle a très peur d'être la prochaine cible du mystérieux voleur. Un guerrier squelette vêtu d'une armure ornée et d'une couronne lit nonchalamment le journal du matin, l'air très satisfait de lui. Le titre du journal révèle les exploits du voleur volant et il est ravi de voir qu'il a fait la une aujourd'hui. Il pense à ses progrès, ayant collecté la plupart des trésors et des matériaux, se demandant maintenant lequel des derniers objets difficiles à rechercher en premier. Alors qu'il se tient sur un mur voisin, il aperçoit un groupe de petits squelettes à capuchon marchant en ligne parfaite dans la rue. Il se souvient que le tissu avec l'odeur de la mort est sur sa liste et les voir lui fait penser que ce doit être son jour de chance. Avec une aura puissante, il s'approche des petites créatures en leur demandant de rendre service à leur oncle, mais son apparence est terrifiante. Les petits squelettes se souviennent de l'avertissement de leur mère de fuir les étrangers, soupçonnant qu'il pourrait être le fameux voleur volant. Leur peur se transforme rapidement en un regard menaçant alors que leurs yeux commencent à briller d'une énergie bleue menaçante. L'un d'eux crie aux autres de courir en jetant un livre en l'air pour créer une diversion. Alors que les minuscules squelettes s'enfuient, il leur crie en leur promettant de la nourriture délicieuse s'ils arrêtent de courir. Pendant ce temps, une scène tranquille se déroule dans un étang paisible rempli de magnifiques fleurs de lotus et de nénuphars. 2 élégants cygnes noirs profitent d'un moment de calme, l'un complimentant la grâce de l'autre, se sentant en sécurité et non perturbés. Mais leur interlude paisible est soudainement interrompu par la vue du roi squelette chassant les petites silhouettes à l'arrière-plan. La poursuite effrénée continue de se rapprocher de l'étang tandis que les 2 cygnes restent inconscients pendant un moment plus long. Un cygne dit nerveusement à l'autre de ne pas bouger, décidant qu'il est préférable de faire semblant de ne rien voir car il est trop dangereux à provoquer. Les petits squelettes continuent leur fuite en file indienne avec leurs poursuivants déterminés qui se rapprochent d'eux. Les 2 oiseaux ne peuvent qu'observer avec étonnement alors que le groupe chaotique se dirige directement vers leur sanctuaire tranquille. En un éclair, les petites créatures sautent à travers l'étang en utilisant le dos des cygnes stupéfaits comme tremplin. Alors qu'ils atterrissent de l'autre côté, le roi squelette crie par derrière en insistant sur le fait qu'il n'est pas un méchant. Il se prépare ensuite à sauter dans l'eau en se vantant qu'il va leur montrer les compétences d'un champion de natation de maternelle. Il fuit vers l'avant en visant l'eau, mais atterrit directement sur le dos des 2 cygnes surpris. S'éclaboussant dans l'étang, il se demande sur quoi il a atterri, se demandant pourquoi c'était si doux et pas une statue comme il l'avait pensé au début. Les 2 cygnes se chuchotent, décidant qu'il est temps de relever un peu la tête. D'un puissant coup de cou, il lance le guerrier squeletto dans les airs, l'envoyant voler hors de l'étang. Malgré la grossière interruption, un cygne essaie de se ressaisir en se rappelant de rester calme et toujours élégant. La poursuite se poursuit dans le district ouest où un groupe de pillards humains est vu en train de brutaliser les monstres locaux. L'un des petits squelettes terrifiés court devant en criant à l'aide avec des larmes coulant sur son visage. Le roi squelette suit de près en continuant d'appeler l'enfant pour qu'il ne s'enfuit pas de lui. Un bandit aperçoit la petite créature et alerte son groupe tandis qu'un autre remarque que le monstre qui le poursuit est couvert de trésors. Le groupe de pillards encercle rapidement le squelette en armure qui s'arrête et exige de savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Les bandits se préparent à se battre, ravis d'être tombés sur un si gros mouton gras et se sentant incroyablement chanceux. Le guerrier squelette feint la surprise en regardant le groupe et en demandant s'ils essaient vraiment de le voler. L'un des pillards charge en avant en balançant une grande hache vers la silhouette couronnée. Les yeux du squelette brillent de puissance alors qu'il déclare calmement que c'est maintenant à son tour d'agir. Il bloque sans effort la hache avec son épée, l'impact envoyant une onde de choc dans l'air. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, le guerrier lui demande d'un ton moqueur si c'est tout ce qu'il a. Les pillards restants sont stupéfaits, se demandant ce qui se passe car ils croyaient que les squelettes n'étaient que des monstres de bas niveau. Il libère alors une puissante rafale de feu de sa main, envoyant une énorme boule de feu vers le groupe choqué. Il serre fermement son épée, canalisant une immense énergie dorée dans la lame ornée. Un torrent de feu jaillit de son arme alors qu'il dirige l'attaque puissante vers les pillards terrifiés. Avec des yeux rouges brillants, il se moque de l'idée d'être un monstre de bas niveau, déclarant que leurs insultes le mettent en colère. Les pillards restants réalisent qu'ils sont en grand danger alors que le guerrier squelette enragé se précipite vers eux. Le plus grand des bandits saisit son fléau clouté en criant alors qu'il se prépare à le balancer sur la silhouette qui approche.
Le guerrier détourne facilement la puissante oscillation avec son bouclier, l'impact résonnant alors qu'il arrête l'attaque nette. Avec une explosion d'énergie, il porte un coup violent au bandit, envoyant le grand homme voler en arrière dans les airs. Le pillard s'écrase sur sa compagne, les faisant tomber tous les deux au sol alors qu'ils crient de douleur. Un de leurs alliés se précipite vers le couple inconscient, essayant désespérément de les réveiller pendant que le squelette regarde. L'homme transpire nerveusement en pensant qu'une personne sage évite les pertes immédiates et qu'ils doivent trouver un moyen de sortir de là. Soudain, le roi squelette apparaît directement derrière lui en lui demandant calmement si l'enfant veut sortir de là. Le bandit serre son bâton en pensant que s'il peut bloquer l'épée, il pourrait être capable de découvrir la faiblesse de son adversaire. Il se prépare et lève son arme pour parer l'épée brillante alors que le guerrier l'abat. Mais le poids incroyable de la lame est trop lourd pour lui et il crie alors qu'il est forcé de se mettre à genoux. Voyant son adversaire en difficulté, le squelette donne un puissant coup de pied directement au visage de l'homme. Il se souvient de ses difficultés passées, déclarant qu'après des années de lutte, il ne se laissera plus intimider. Il tourne son attention vers le dernier bandit debout, le chef chauve du groupe, et le met au défi de s'avancer. Le chef serre les dents, irrité que quelqu'un puisse être aussi déraisonnable envers son bataillon 5 fois béni. Sa hache crépite d'éclairs bleus alors qu'il se demande comment il a pu laisser un simple monstre le provoquer à un tel point. Ses yeux brillent d'une lumière rouge furieuse alors qu'il pousse un rugissement puissant, prêt à libérer toute sa force. Le guerrier squelette rit en disant qu'il se laissera frapper pendant une minute entière avant de passer à l'attaque. Alors que le chef charge, le squelette trébuche sur la chaîne d'un fléau tombé, ce qui fait crier son propriétaire à terre. Le chef bandit voit une opportunité et exhorte ses alliés à profiter de cette occasion pour l'attaquer maintenant. L'un des pillards charge en avant en abattant un lourd gourdin sur le guerrier squelette alors qu'il est distrait. La femme bandit saute alors dans les airs en lançant plusieurs poignards qui se plantent inoffensivement dans l'armure du squelette. Il se rend compte qu'il est en infériorité numérique et décide qu'il vaut mieux battre en retraite pour le moment, déclarant qu'il reviendra. Agacé par la situation, il déclare qu'il va aller chercher de l'aide pour égaliser les chances. Il se précipite vers un hôtel voisin en ignorant les monstres terrifiés alors qu'il se dirige droit vers l'entrée. Sans ralentir, il ouvre la porte d'un coup de pied et entre en criant après Uni. À l'intérieur, il trouve le jeune garçon toujours endormi dans son lit, ignorant l'agitation à l'extérieur. Il dit rapidement à Uni de se réveiller, expliquant qu'il y a quelque chose d'important pour lequel il a besoin de son aide. Sans perdre un instant, il saisit la main du garçon et le sort du lit en lui disant qu'il est temps de partir avec son maître. Avec son jeune apprenti à sa suite, le guerrier squelette pense qu'il est enfin temps de mettre ses compétences à profit. Pendant ce temps, dans une ruelle voisine, les pillards sont occupés à partager tout l'argent qu'ils ont volé. L'un d'eux se fiche soudainement et dit aux autres de lever les yeux en pointant vers le fond de la ruelle. Ils sont choqués de voir que le guerrier squelette est revenu, menant maintenant une armée de monstres importante et variée. Il pointe vers l'avant et ordonne à ses alliés invoqués d'attaquer le groupe de bandits stupéfaits. Les pillards sont horrifiés et se demandent pourquoi il est de retour avec autant de disciples. À côté du guerrier, Uni regarde et demande à son oncle Bon si les humains auxquels ils sont confrontés sont de mauvaises personnes. Le squelette explique que ce sera une leçon pratique pour Uni, lui enseignant que les humains peuvent être à la fois bons et mauvais. Le chef bandit prépare sa hache, reconnaissant que même si les monstres sont de bas niveau, ils sont toujours assez difficiles à gérer. Un autre pillard lutte contre les sèmes en criant qu'ils ne peuvent pas gagner et qu'ils doivent trouver un moyen de s'échapper. L'un des bandits coince Uni, disant en se moquant au petit garçon de venir à lui. Les larmes aux yeux, le garçon terrifié demande à l'homme ce qu'il veut de lui. Le roi squelette observe de loin en commentant qu'il ne peut rien faire si l'homme cherche à mourir. Le bâton de bandit vole dans les airs, mais le guerrier squelette le dévie facilement, disant au méchant de ne pas s'approcher. À la fin, tout le groupe de pillards est vaincu, agenouillé sur le sol, meurtri et ligoté. Assis sur un trône de fortune, le squelette interroge le chef en exigeant de savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là. Le chef défiant répond en crachant qu'ils sont des monstres et ne lui diront jamais rien. Amusé, le guerrier dit qu'il s'est préparé pour un dur à cuire et ordonne à une petite créature d'apporter le médicament. Le chef bandit rit en se moquant de lui pour avoir utilisé un enfant, mais l'œil de la petite créature rougeoie et son bras se gonfle de puissance. La créature maintenant musclée saisit le visage de l'homme en lui disant d'arrêter de dire des bêtises et de boire la potion. Après avoir été gavé de liquide, le chef bandit s'effondre sur le sol en écumant de la bouche. Le roi squelette se tourne alors vers les autres en leur ordonnant de lui dire tout ce qu'ils savent. L'un des plus grands bandits accepte rapidement de parler, mais commence à donner d'étranges noms de code au lieu de son vrai nom. Le squelette se met en colère en exigeant leur vrai nom, mais l'homme implore grâce en affirmant qu'ils sont des fantômes qui ont oublié leur nom. Il commence à expliquer qu'ils étaient un groupe d'aventuriers qui voulaient conquérir le labyrinthe. Un flashback les montre tous les 5 courant joyeusement avec leur chef jurant de devenir le roi des aventuriers. Mais leur voyage a été difficile et ils ont finalement rencontré un monstre puissant qui les a tous vaincus en un seul mouvement. Quand ils se sont réveillés, ils ont réalisé qu'ils étaient morts et piégés en tant qu'esprits sans aucun moyen de quitter le palais des esprits. D'autres aventuriers les ont rejetés, ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de commencer à voler pour survivre. Ils ont même cherché refuge auprès d'autres esprits,
mais une figure de faucheuse les a rejetés pour ne pas avoir assez de ressentiment. Ils trouvent leur histoire tragique tellement sinueuse qu'ils se sentent trop gênés pour faire quoi que ce soit. Alors que Uni se couvre le visage à côté de lui, le squelette demande alors ce qu'ils vont faire maintenant en déclarant qu'ils ne peuvent pas continuer à intimider les petits monstres. Uni pense qu'ils pourraient être des alliés s'ils n'étaient pas si laids. Soudain, l'un des aventuriers commence à briller, son corps se transformant en une forme d'esprit translucide et étincelante. L'esprit nouvellement purifié annonce joyeusement que le garçon a le pouvoir du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'ils peuvent enfin être libres. Le roi squelette regarde Uni avec surprise se demandant si l'épée du garçon était ce qui vient de libérer l'âme de l'aventurier. Il se dit que comme Uni est un véritable héros, il n'est pas rare que son arme ait des attributs sacrés. Il demande ensuite si les autres veulent aussi être purifiés. Il dit à Uni qu'ils vont faire quelque chose de bien, lui demandant de les couper. Il explique que certains actes violents peuvent en fait être de bonnes actions. Avec son épée brillant de mille feux, le jeune apprenti dit qu'il comprend et accepte de suivre les ordres de son maître. Alors que les esprits sont libérés, il remercie le maître Bones de les avoir tués, ce qui l'incite à leur dire de ne pas utiliser de tels mots devant un enfant. Le roi squelette a une expression satisfaite et légèrement troublée, entouré d'étoiles scintillantes après la purification réussie. Après la disparition des esprits, un pendentif magnifique et d'apparence précieuse est laissé sur le sol et il se rend compte qu'il cachait quelque chose. Il ramasse l'objet lumineux et déclare joyeusement qu'il l'acceptera comme récompense pour sa bonne action. Le travail terminé, il dit à Uni qu'il est temps de rentrer et de se reposer en admirant son trésor nouvellement acquis. Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, sous le ciel nocturne, une armée de chevaliers spectraux sur des destriers fantomatiques approche avec une intention menaçante. Leur chef, un guerrier avec une tête bleue enflammée, ordonne à ses troupes de fouiller la ville et de trouver le pendentif sacré disparu du roi. 2 jours plus tard, le soleil brille de mille feux sur la ville alors que les monstres et les gens vaquent paisiblement à leurs occupations. Le roi squelette s'étire et célèbre une autre belle journée tandis qu'un Uni endormi lui demande ce qu'ils vont faire. Leur matinée paisible est interrompue lorsqu'ils tournent tous les deux la tête avec alarme vers une agitation qui se produit plus loin dans la rue. Une cavalerie de chevaliers spectraux charge dans la ville et le roi squelette se demande d'où viennent ces soldats. Les soldats fantomatiques commencent à attaquer les habitants de la ville, semant la panique et le chaos alors qu'ils abattent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. L'un des soldats spectraux bleus brise une fenêtre voisine avec la crosse de sa lance, poursuivant le saccage. Le roi squelette et le jeune garçon se demandent tous les deux pourquoi ils se sentent si mal pour ces soldats envahisseurs. Le chef des chevaliers spectraux leur barre le chemin, les dominant sur son destrier fantomatique avec une présence menaçante. L'expression du roi squelette se durcit alors que le pendentif sacré suspendu à son cou brille d'une faible lumière violette. Le chef spectral reconnaît immédiatement l'objet, l'identifiant comme le pendentif sacré du roi. Réalisant que c'est mauvais, il dit à Uni qu'ils doivent sortir de là immédiatement alors que l'armée spectrale se rapproche. Derrière les chevaliers spectraux, un groupe de ceux qui semblent être de puissants mages en robe commence à rassembler leur énergie. Ils libèrent une puissante magie violette envoyant de multiples orbes d'énergie se précipiter vers le couple en fuite. Uni appelle son maître pendant qu'il court, tandis que le squelette se demande à voix haute pourquoi il est poursuivi si implacablement. Le chef spectral le traite de vil voleur alors que des cristaux violets déchiquetés jaillissent du sol tout autour d'eux. Le chevalier abat son arme avec une force immense, brisant le sol avec une puissante vague d'énergie glaciale. Il essaie de raisonner avec le chevalier en soulignant que puisqu'ils sont tous les deux des morts vivants, ils devraient pouvoir discuter. Le chef spectral l'ignore, son épée brillant d'une flamme bleue menaçante alors qu'il prépare une autre attaque. Il libère une puissante explosion d'énergie de son épée que le roi squelette parvient à peine à bloquer. Le chevalier ricane en se demandant comment un humble monstre squelette qui ne peut même pas encaisser un seul coup pourrait se comparer à lui. Uni s'avance courageusement, l'épée à la main, et ordonne au chevalier spectral de laisser son maître tranquille. Le jeune garçon libère une puissante énergie bleue de son épée et la projette sur l'ennemi. Mais le chevalier dévie facilement l'attaque avec sa lance, envoyant des vagues d'énergie s'écraser autour d'eux. En les voyant résister, le chef spectral déclare qu'il résiste à l'arrestation et ordonne à ses troupes de les tuer. Soudain, des yeux rouges brillants commencent à apparaître dans les fenêtres et les portes des bâtiments environnants. Lui et Uni sont complètement encerclés par l'armée spectrale, leurs lances pointées menaçantes vers l'intérieur. Avec un regard déterminé, le guerrier squelette demande s'ils pensent vraiment être les seuls à avoir des soldats. Soudain, un essaim chaotique de monstres descend des toits et s'écrase sur les chevaliers spectraux qui ne se doutent de rien. Le roi squelette pointe son doigt vers l'avant avec un sourire et donne un ordre simple et décisif à son armée invoquée en lui disant de tuer l'ennemi. Ces monstres déchaînent une rafale d'attaques puissantes qui submerge le chef spectral avec un barrage d'énergie magique. Il attrape Uni et commence à se retirer, réalisant que ses propres troupes de chair à canon ne dureront pas longtemps face à un ennemi aussi puissant. Avec une expression pensive, il élabore un nouveau plan pour faire face à cette menace écrasante. Il invoque sa propre monture fantomatique et lui dit de les emmener hors de la ville avec Uni devant lui. Les chevaliers spectraux se lancent à leur poursuite, leur propre monture lumineuse galopant à la poursuite du couple en fuite. Arrivé sur une place animée, il aperçoit un stand de recrutement pour l'armée du roi démon et dit à la foule de bouger.
Il lance son cheval directement dans la file des recrues potentielles, semant la confusion parmi les différents monstres qui attendent de s'inscrire. Pendant ce temps, le chef spectral poursuivant lance une autre puissante attaque avec son épée bleue enflammée. L'attaque s'écrase sur le stand de recrutement, projetant des débris et semant la panique dans la foule. Un monstre en colère demande qui a coupé la file d'attente au moment où le roi squelette est envoyé voler par l'explosion. Il atterrit directement sur la feuille d'inscription, ses yeux étourdis tournant alors qu'il laisse une empreinte de main accidentelle sur le papier. Le recruteur annonce que l'inscription a réussi et appelle la personne suivante dans la file, laissant le roi squelette perplexe. La patrouille spectrale arrive sur les lieux en annonçant qu'elle est en mission et en ordonnant à tout le monde de se mettre hors de son chemin. Le roi squelette se reflète dans l'armure du chef spectral et réalise que c'est l'occasion idéale de s'échapper. Il dit à Uni de venir et qu'il devrait saisir cette opportunité pour s'enfuir pendant que tout le monde est distrait. Alors qu'il tente de s'échapper, il attrape un Uni étourdi par la main et lui dit de saisir cette occasion pour fuir le chaos. Ils réussissent à s'échapper de la ville en montant leur cheval épuisé à travers un paysage rocheux juste à l'extérieur de la ville. Leur fuite prend fin brutalement lorsque le cheval trébuche, en voyant le roi squelette et son apprenti rouler sur le sol. Reprenant son souffle, il exprime son soulagement qu'ils se soient enfin échappés pendant que Uni et leur petit animal de compagnie se rétablissent à ses côtés. Il serre le point de frustration, faisant remarquer que, quel que soit le monde dans lequel il se trouve, les forces attaquent toujours aux faibles. Il dit ensuite à Uni, surpris, qu'avec l'aide du garçon, il ne peut plus se contenter de pagayer car un héros fort doit être bien utilisé. Il attrape la tête du garçon en expliquant qu'ils sont attaqués parce qu'ils ne sont pas assez forts et qu'il a pris une décision. Il lève le pouce en déclarant que pendant le mois prochain, ils s'entraîneront comme des démons et que Uni, en tant que héros, ne doit jamais abandonner. Le lendemain, au pied des montagnes, un puissant monstre sanglier de niveau 15 ordonne à ses serviteurs de niveau inférieur de se remettre au travail. Le roi squelette et Uni observent le camp des porcs à distance, le squelette expliquant qu'il est rempli de monstres maléfiques. Il dit à Uni de bien observer alors qu'il est assis sur son cheval, prêt à montrer à son jeune apprenti comment on fait. Le monstre sanglier de niveau 15 grogne, ses yeux rouges brillants de rage lorsqu'il sent les intrus approcher. Avec un rugissement, le chef et son armée de millions de niveau 5 chargent avec leurs armes à la main, prêts à se battre. Le roi squelette envoie une rafale de projectiles dorés en forme de croissant voler vers la horde en charge. Il vainc sans effort toute l'armée, ne laissant que le chef pour Uni et déclarant que c'est maintenant au tour du garçon. Les larmes coulant sur son visage, le jeune garçon accepte nerveusement de faire de son mieux alors qu'il affronte le puissant monstre. Après la bataille, le roi squelette compte joyeusement les sacs d'or et de trésors qu'ils ont pillés dans le camp. Est assis, épuisé, à côté du monstre sanglier vaincu, tandis que son maître, à l'arrière-plan, le félicite pour son excellent travail. Le troisième jour, au camp de bandits squelettes du désert, Uni se tient au-dessus d'un chef bandit vaincu alors que son maître se précipite pour l'aider. Il porte joyeusement un grand sac de trésors en pensant à la facilité avec laquelle il est possible de passer au niveau supérieur avec l'aide d'Uni et en se fixant un objectif d'atteindre le niveau 20 en 10 jours. Il dit à un Uni nerveux qu'il a trop peu d'expérience au combat et qu'il doit s'entraîner tous les jours pour s'améliorer. S'agenouillant devant le garçon, il pose une main sur sa tête et l'encourage à devenir un vrai héros en lui demandant s'il est confiant. Uni accepte joyeusement, déterminé à être à la hauteur des attentes de son maître et à s'entraîner dur. Le quatrième jour, dans les fosses communes de l'entonnoir, il encourage Uni depuis la sécurité d'un feu de camp en criant « Pas de douleur, pas de gain ». Dans le trou dévié, le garçon meurtri crie à son maître qu'il est en train de mourir, entouré de monstres morts-vivants. Pendant ce temps, le roi squelette fait rôtir nonchalamment de la viande sur le feu en expliquant qu'il est du devoir d'un héros de combattre des monstres pour son propre bien. Quelques jours plus tard, une tente solitaire se dresse dans un paysage désolé et venteux, le sable soufflant autour d'elle. À l'intérieur de la tente, le roi squelette dit à Uni qu'il y a trop de vent pour sortir et lui propose de discuter à la place. Lorsqu'il n'obtient aucune réponse, il se redresse et est surpris de constater que le lit de Uni est vide. Uni sent l'entraînement démoniaque de son maître agir et il est excité de devenir plus fort ayant déjà atteint le niveau 5. Leur petit animal de compagnie vert, Fanfan, aboie avec insistance pour attirer l'attention du roi squelette. La créature court frénétiquement en rond, couverte de terre et visiblement angoissée, tout en continuant à aboyer. Il ramasse l'animal affolé en lui demandant ce qui ne va pas et si quelque chose est arrivé à Uni. Il sort de la tente en suivant Fanfan jusqu'à un chemin rocheux où il trouve l'épée de Uni gisant sur le sol. Il ramasse l'arme, ses yeux brillent lorsqu'il réalise avec effroi qu'il s'agit de l'épée de Uni. Il suit la piste jusqu'à l'entrée de la vallée de la montagne des esprits vengeurs, une grotte sombre et inquiétante. Pensant que cela ne sent pas bon, il demande à Fanfan ce qui se passe et la petite créature tremble en pointant un doigt tremblant vers la grotte. Une silhouette sombre et ombrageuse émerge de la grotte en demandant s'il cherche le propriétaire de l'épée. Un grand crâne fêlé avec des yeux rouges brillants s'anime soudainement à partir d'un tas d'ossements sur le sol. Un petit ver à cadavre moustachu émerge du crâne en expliquant qu'il a déjà vu l'enfant auparavant, mais que le trouver sera une véritable aventure. Le roi squelette est choqué par le ver qui parle et exige de savoir ce qui se passe.
Le ver à cadavre explique qu'un groupe d'esprits maléfiques réside dans la vallée et utilise des vents sinistres pour attirer les humains et vider leur rancune. Il tremble en demandant si les esprits sont effrayants et s'il y en a beaucoup. De l'entrée sombre et étroite de la grotte, le ver explique que personne qui y entre n'est jamais revenu. Un étrange symbole rouge apparaît sur le crâne animé, le marquant apparemment d'une énergie sombre. Le roi squelette panique en se demandant si Uni a été attrapé par l'une de ces choses et en essayant de trouver quoi faire. Il se souvient du visage souriant de Uni et se rappelle que le garçon est son disciple qui ne s'est jamais plaint et aussi son code de richesse. Avec une détermination renouvelée, il dit à Fanfan qu'ils vont entrer dans la grotte et sauver Uni. À l'intérieur de la vaste caverne bleue lumineuse, Uni est vu ligoté et suspendu au-dessus d'un groupe de personnages en robe. Une rangée d'esprits à capuchon tenant des lanternes bleues lumineuses flotte à l'envers dans les airs en regardant la scène en contrebas. Uni ouvre lentement les yeux, confus par ce qui se passe alors qu'il est suspendu à l'envers. Il crie à l'aide en réalisant qu'il est ligoté tandis que la foule d'esprits en contrebas chante pour qu'il soit brûlé. Un chef aux yeux violets brillants fait taire la foule et déclare que le procès va commencer. Lisant dans un livre lumineux, le chef commence à énumérer l'identité du garçon en tant qu'humain et ses crimes présumés. Uni est reconnu coupable d'être trop beau, d'afficher sa supériorité et d'être jeune et intrépide, causant ainsi des dommages secondaires à autrui. Le procès est déclaré terminé et le chef ordonne alors que Uni soit emmené pour une exécution à minuit. Le roi squelette se dit nerveusement de se calmer, réalisant qu'il ne peut plus reculer maintenant. Transpirant abondamment, il se ressaisit sachant qu'ils doivent y aller ou ils seront trop tard. Alors qu'il se faufile dans la grotte, il voit un groupe d'esprits avec des gilets numérotés et se demande ce qu'ils font. Lui et Fanfan glissent sur une pente glacée raide essayant de se déplacer rapidement et silencieusement à travers la caverne perfide. Il jette un coup d'œil derrière un rocher et aperçoit une grosse machine se demandant si ce ventilateur est la façon dont le vent sinistre est fait. Le chef d'équipe signale qu'un autre couple humain a été capturé et décide qu'ils les jugeront puisque le chef se repose. L'homme capturé dit à sa partenaire de ne pas avoir peur alors qu'il s'agenouille devant les esprits tandis que le chef déclare le début du procès. Le chef du procès les déclare coupables d'intimité publique tandis que les autres esprits se plaignent de leur propre solitude et de leur peine de cœur passée. Il regarde avec incrédulité se demandant pourquoi les esprits agissent comme de grands méchants avant de décider d'aller trouver Uni. Il rencontre un esprit avec le numéro 6 sur son gilet qui est surpris par son apparition soudaine. L'esprit numéro 6 déclare qu'il va y aller et commence immédiatement à lancer un puissant sort de magie violette. L'esprit crie « Intrus !» et libère le sort incitant le roi squelette à lui dire de ne pas faire ça. Il se tient ferme prêt à contrer l'attaque alors que l'esprit finit de lancer son puissant sort. Avec un puissant coup de ses deux épées, le roi squelette dévie facilement la magie. L'air agacé, il se tient au-dessus de l'esprit inconscient remarquant qu'il avait espéré parler et obtenir des informations de lui. Deux autres esprits, les numéros 2 et 4, appellent le numéro 6, se demandant où il est allé. Le squelette enfile rapidement la robe et le gilet de l'esprit déchu, appelant Fanfan à l'aider à se mettre en position. Le numéro 6, maintenant joué par le squelette, apparaît avec désinvolture aux grandes âmes de ses camarades esprits qui le réprimandent pour avoir déconné. Ils lui disent de se dépêcher et de se remettre au travail et il se rend compte que c'est une bonne occasion de se rapprocher d'eux. On lui tend une pioche et on le met au travail dans une mine où d'autres esprits sont occupés à creuser. Il grommelle en lui-même qu'il n'est pas ici pour travailler comme ouvrier et qu'il doit trouver un moyen de localiser Uni. Il demande avec désinvolture au numéro 2, ce qui est arrivé au couple humain qui a été capturé. Le numéro 2 explique qu'ils sont détenus jusqu'à la nuit où ils seront exécutés avec l'enfant humain capturé ce matin. Il demande où ils sont détenus, mais le numéro 2 dit qu'il ne sait pas. Il rit nerveusement de la question, affirmant qu'il était juste curieux de savoir où les prisonniers étaient détenus. Après une journée de travail, le chef d'équipe utilise un mégaphone pour féliciter ses travailleurs et demander s'ils ont tous été lésés dans la vie. Les esprits lèvent leurs poings à l'unisson en criant qu'ils ont subi une injustice. Le chef les rallie ensuite avec une chance de vengeance que le roi squelette trouve être un slogan de lavage de cerveau étrange. Alors que le chef d'équipe s'éloigne, il s'arrête soudainement et demande qui a apporté l'odeur de fumée dans la caverne. Le chef appelle avec colère tous ceux qui viennent de quitter leur poste de travail à se présenter immédiatement. Plusieurs esprits, y compris le squelette déguisé, s'avancent et certains essaient de réconforter leur chef enragé. Il craint que le chef d'équipe ne soit sur le point de dévoiler sa couverture et de le dénoncer comme un intrus. Les yeux du chef d'équipe brillent d'une intensité ardente alors qu'il tient un petit objet cylindrique. Il montre du doigt le squelette déguisé lui ordonnant de faire un pas en avant tandis qu'il fait semblant de s'être tordu la cheville. L'un des autres esprits, le numéro force, s'avance et avoue avoir apporté l'odeur de fumée avec lui. Il explique qu'il a trouvé un dispositif lance-flamme sur l'homme capturé et, dans un accès de rage à cause de sa propre pauvreté, a mis le feu aux cheveux de l'homme. Le chef enragé ordonne à tous les autres de faire des heures supplémentaires et dit au numéro 4 de ne plus jamais lui faire sentir cette odeur. Le squelette déguisé pousse un soupir de soulagement en réalisant que c'était une fausse alerte et que ce n'était pas lui qui avait attiré l'attention du chef. Le chef d'équipe annonce ensuite que le chef veut un homme de chaque équipe pour aider à installer le site d'exécution. Il montre du doigt le squelette déguisé lui disant que puisqu'il est nouveau, il devrait y aller avec les autres pour apprendre.
Il se rend compte que c'est sa chance de rencontrer le chef et de découvrir où Uni est détenu, se sentant incroyablement chanceux. Alors qu'il est emmené, il pense à son plan pour sauver son jeune apprenti des griffes des esprits vengeurs. Il suit les deux autres esprits pensant qu'il vaut probablement mieux qu'il se taise pour l'instant, mais l'un d'eux lui demande soudain comment il est mort puisqu'il est nouveau, ce qui le fait paniquer alors qu'il se demande comment il est censé répondre à cela.